Bien le bonsoir à tout le monde. Alors, tout de suite, avant de commencer, voilà, je vous stoppe. J'ai réglé un peu le souci de caméra. Je sais pas trop comment, mais j'ai réussi. Là, c'est stable. Regardez, bam, je bouge très bien. Parce que la dernière vidéo, si vous l'avez pas vue, c'était catastrophique. Ça bougeait très très lentement. C'était vraiment frame par seconde. C'était horrible. Donc, aujourd'hui, les thèmes du jour, on va regarder directement ce que ça donne. Donc maintenant que nous avons les thèmes du jour, on va directement commencer. Petit disclaimer, en fait, il y a certains thèmes qui sont enlevés, je crois, dont acronyme, et je l'ai remplacé par un nouveau thème qui s'appelle paléontologie. Donc on va prendre ce nouveau thème à la place. Et pour ceux que ça intéresse, donc les deux nouveaux thèmes sont paléontologie et sociologie. Des thèmes qu'on abordera du coup avec tous les autres maintenant dans la roue. On commence sans plus tarder. Le Spinosaurus était le plus grand dinosaure carnivore, atteignant 15 mètres de long. Le Spinosaurus détient le titre du plus grand céropode carnivore ayant jamais arpenté la Terre, surpassant en taille des icônes comme les Tyrannosaurus rex, le Giganotosaurus ou le Carcharodontosaurus. Avec une longueur impressionnante oscillant entre 15 et 18 mètres, cet animal imposait une stature sans équivalent dans le monde des dinosaures prédateurs. Son corps massif et son museau allongé, garni d'une vingtaine de dents acérées, dessinaient la silhouette d'un chasseur parfaitement adapté à son environnement. Ce dinosaure ne se contentait pas de dominer par sa taille. Il occupait une niche écologique unique en son genre. Là où ses cousins terrestres se concentraient sur ses proies terrestres, le Spinosaurus explorait les cours d'eau, capable de capturer de larges poissons, incluant des requins, pour se nourrir. Son anatomie, bien loin de celle d'un chasseur terrestre classique, suggère un mode de vie semi-aquatique qui a longtemps dérouté les paléontologues. Mais comment ce géant a-t-il pu évoluer pour dominer les milieux aquatiques? La morphologie du Spinosaurus raconte l'histoire d'une transition évolutive spectaculaire. Son museau étroit et allongé, semblable à celui d'un gavial moderne, était taillé pour fendre l'eau et saisir des proies glissantes, avec une précision chirurgicale. Cette structure crânienne, couplée à des narines placées haut sur le crâne, facilitait la respiration tout en maintenant une partie de la tête immergée pendant la traque. Les preuves fossiles indiquent que ses membres postérieurs étaient plus courts que ceux des autres thérapodes, et une caractéristique physique qui réduit la traînée et améliore l'efficacité de la nage. La pièce maîtresse de son anatomie reste cette immense voile dorsale, constituée d'épines neurales allongées recouvertes de peau. Si sa fonction exacte fait encore l'objet de débats, elle servait probablement à la thermorégulation ou à la parade sexuelle, permettant à l'animal de paraître encore plus imposant lorsqu'il sortait de l'eau. Cette structure unique, combinée à une densité osseuse élevée, suggère que le Spinosaurus passait une part significative de son existence à nager, contrairement à la majorité des dinosaures qui restaient ancrés sur la terre ferme. Les découvertes récentes ont radicalement transformé notre vision de ce prédateur. Longtemps imaginé comme une version plus grande du T-Rex, se tenant debout, il apparaît aujourd'hui comme une créature beaucoup plus étrange, presque amphibienne. Il ne s'agissait pas d'un simple dinosaure terrestre devenu géant, mais d'une lignée qui a totalement plongé dans les écosystèmes fluviaux du Crétacé pour y régner sans partage. Il est fascinant de noter que, malgré sa taille colossale, les premiers fossiles du Spinosaurus, découverts en Égypte au début du XXe siècle, ont été détruits lors des bombardements de Munich en 1944, forçant les chercheurs à reconstruire son identité à partir de fragments épars pendant des décennies. Et voilà pour du coup le thème de paléontologie
qui remplace du coup, comme je vous l'ai dit, l'acronyme. On passe directement au deuxième thème qui est la programmation et nous allons voir la communication entre objets. Tiens, salut. Tu sais, le monde du code, c'est un peu comme une ville grouillante, pleine de petites entités qui ont besoin de se parler. C'est fascinant de voir comment elles s'organisent pour travailler ensemble. On va parler de la communication entre objets, en programmation orientée objet. C'est un mécanisme invisible, pourtant omniprésent, qui se déroule constamment sous le capot de toutes les applications que tu utilises au quotidien. Imagine un instant que ton smartphone, ton ordinateur ou même un site web soient en fait des ensembles de petits travailleurs autonomes. Chacun avec sa spécialité. Ces travailleurs en programmation, on les appelle des objets. Un objet, c'est comme une petite boîte qui contient à la fois des données, ses informations, ses caractéristiques, et des actions, ses comportements ou méthodes qui peut affecter et qui peut effectuer. Pour que ton application fonctionne, ces objets ne peuvent pas rester dans leur coin. Ils doivent interagir, échanger des informations et se demander des services. C'est là qu'intervient la communication entre objets. La manière la plus courante pour les objets de communiquer, c'est l'appel de méthode. C'est un peu comme si un objet disait à un autre: Hey, tu peux faire ça pour moi? Par exemple, si tu as un objet voiture et un objet moteur, l'objet voiture pourrait appeler la méthode démarrer de l'objet moteur. Le moteur reçoit alors cette demande et exécute son action. Le passage d'informations se fait souvent par des paramètres. Quand la voiture demande au moteur de démarrer, elle pourrait lui passer un paramètre comme la clé de contact. Un autre mode de communication est la notification d'événements. Imagine qu'un objet bouton soit cliqué par l'utilisateur. Il peut alors émettre un événement pour signaler ce clic. D'autres objets, comme un objet interface utilisateur, peuvent écouter cet événement. Quand l'événement est émis, l'interface utilisateur est informée et peut réagir. Par exemple, en affichant un message. Cette approche permet de découpler les objets. L'objet bouton n'a pas besoin de savoir qu'il écoute ou ce qu'il va se passer après son clic. Il se contente d'informer les événements qui s'est produit. Un concept clé ici est le couplage. Il mesure à quel point l'un des deux objets dépend de l'un de l'autre. Un couplage faible est généralement préférable. Un couplage faible signifie que si tu modifies un objet, cela a moins de chances d'impacter l'autre. C'est comme avoir des équipes de travail qui peuvent changer leurs procédures internes sans perturber toute la chaîne. Excusez-moi, il y a une mouche. Les interfaces jouent un rôle essentiel pour un couplage faible. Une interface est un contrat où elle définit un ensemble de méthodes qu'un objet doit implémenter sans dicter comment il doit le faire. Ainsi, un objet peut interagir avec un autre via son interface sans connaître les détails internes et de son implémentation. C'est une forme d'abstraction. Pensez à une prise électrique murale, l'interface. Tu peux y brancher n'importe quel appareil, un objet, qui respecte le format standard, sans te soucier de la complexité interne de l'appareil. L'objectif final de cette communication bien structurée est de créer des systèmes robustes, faciles à maintenir et à faire évoluer. Chaque objet est responsable de sa propre logique, interagissant de manière définie. L'injection de dépendance est une technique avancée qui pousse ce découplage encore plus loin. Au lieu qu'un objet crée ses propres dépendances, les autres objets dont il a besoin, celui-ci sont fournis de l'extérieur. Cela rend les objets encore plus indépendants et facilite le test. Un objet n'est plus lié à une implémentation spécifique d'un service, il sait juste qu'il recevra un objet qui respecte un certain contrat, une interface. Fait intéressant. Le concept de passage de message comme un mode fondamental d'interaction entre objets est antérieur même au langage C++. Il a été popularisé par Smalltalk dans les années 1970, une décennie avant que C++ ne devienne largement connu, posant les bases de ce qui est connu aujourd'hui au cœur de presque tous les logiciels modernes. Donc voici pour la programmation et on passe directement au dernier terme sans plus tarder sur les maths. On va passer sur des probabilités, le hasard dans les jeux.
Le hasard n'est jamais neutre dans un casino ou une loterie. Chaque jeu est construit sur une structure mathématique précise où les probabilités de perdre dépassent systématiquement celles de gagner. Cette différence n'est pas un accident, elle est le moteur même de l'industrie. Pour comprendre cet écart, il faut regarder l'espérance mathématique, qui calcule le gain ou la perte moyenne sur le long terme. Si cette valeur est négative, le joueur s'appauvrit mathématiquement à chaque mise, peu importe la chance immédiate. Le lancer d'un dé classique illustre parfaitement cette mécanique froide. Avec 6 faces, la probabilité d'obtenir un chiffre pair est de 3 sur 6, soit une chance sur 2. Dans un jeu d'argent, l'opérateur ajuste les gains pour que le retour espéré soit toujours inférieur à la mise initiale. Le hasard est ici une variable contrôlée, transformant chaque session de jeu en un transfert de richesse programmé. Comment cette machine à perdre parvient-elle à masquer son avantage mathématique derrière l'illusion du gain potentiel? Et comment cette machine dissimule-t-elle son avantage mathématique? Les jeux de hasard exploitent une faille cognitive humaine majeure, la confusion entre probabilité indépendante et intuition personnelle. Un joueur qui observe une série de résultats perdants croit souvent que la victoire est due au tour suivant, un bien connu sous le nom de sophisme du joueur. Pourtant, chaque lancer de dés ou tirage de loterie reste un événement strictement indépendant. La probabilité ne possède aucune mémoire et ne cherche jamais à compenser un déséquilibre passé. La conception des jeux modernes intègre ces psychologies pour maintenir l'engagement. Les concepteurs utilisent les mécanismes de récompense intermittents ou de petites victoires fréquentes masquent l'érosion lente du capital. Cette stratégie crée une fausse frontière entre chance et stratégie, poussant le joueur à croire qu'une meilleure compréhension de jeu pourrait influencer le résultat. En réalité, l'espérance mathématique est fixée par le règlement du jeu et reste imperméable aux décisions et aux superstitions du participant. La structure même des jeux est pensée pour maximiser la durée du jeu, car plus le nombre de tirages augmente, plus le résultat réel se rapproche de la loi des grands nombres. Cette loi stipule que la moyenne des résultats observés convergera vers l'espérance théorique calculée par les mathématiciens. À court terme, le hasard peut offrir une victoire spectaculaire, mais sur des milliers de parties, la banque gagne toujours. Le casino ne parie jamais sur la chance, il parie sur les statistiques pures. Une machine à sous typique est programmée avec un taux de redistribution qui garantit une marge bénéficiaire mathématique fixe, souvent entre 5 et 10% sur l'ensemble des mises collectées. Et donc nous avons fini pour aujourd'hui. Donc nous avons les 3 thèmes culturels. Donc nous avons fait la paléontologie, la programmation et les maths. Donc aujourd'hui c'était plus scientifique contrairement à hier où c'était littéraire. Donc si jamais ça vous intéresse, si jamais vous voulez voir ça, enfin écouter ça sur Spotify, je pense que je vais bientôt me mettre. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse d'avoir ça sur Spotify. Ainsi, je peux aussi vous dire qu'il y aura une vidéo prochainement encore sur la culture. Et n'hésitez pas à aller voir mes shorts aussi parce que c'est quelque chose qui me soutient énormément. C'est un peu mes sources principales de vidéos, les shorts où je vous développe mon développement personnel. C'est aussi pour ça que je fais ces vidéos-là. Même si je commence de plus en plus à apprécier, à parler à la caméra, à parler, à vous instruire aussi et à m'instruire moi-même. J'ai plus de motivation. Donc la discipline était là et là la motivation l'est aussi. Et puis là ça devient vraiment un plaisir de faire ces vidéos-là. Donc si jamais ça vous plaît aussi, n'hésitez pas à me le dire et je continuerai davantage à en faire. Et moi je vous dis sur ce, à plus.